Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci de nous rejoindre pour ce numéro du débat du dimanche. Autour de cette table, Mam Diara Diop du journal du Mali.com, Baba Dakono, juriste et chercheur, Alexis Kalambiri du journal Les Échos et Mamadou Konaté, chercheur. Messieurs, bonsoir. Bonsoir. Premier point de ce débat au Mali, malgré la signature d'un accord de paix le 15 mai dernier, sans les principaux groupes armés opposés au gouvernement malien, la situation sécuritaire se dégrade dans le nord. Près d'une dizaine d'accrochages, d'attaques se sont déroulées depuis, faisant plusieurs victimes. Alexis Kalambri, que veut finalement la CEMA? Ça, c'est vraiment la question, parce que vous voyez, il y a une recrudescence de la violence, comme vous dites. Chaque fois, c'est la CMA qui attaque. Ça, c'est le premier aspect. Le second aspect, c'est que à ce jour, elle ne donne pas l'impression de quelqu'un qui s'inscrit dans le cadre des accords de Bamako qui ont été signés. Bon, on attend de voir disons, la rencontre d'Alger de demain, ce que ça va donner et qu'est-ce qui va en ressortir, parce que aujourd'hui, le plus important, ce n'est même plus que veut la CEMA, c'est quelle est l'attitude qu'adopte la communauté internationale face à cette attitude, et on ne voit rien du tout. Justement, Baba Dakono, peut-on s'attendre à la réunion de demain d'Alger? On peut s'attendre à une décision forte contre la CEMA? Déjà, la décision forte de qui déjà moi, je vais quand même revenir un peu sur ce que la CEMA et ce que fait la CEMA. Par rapport à ce que la CEMA, je crois que la localité stratégique, disons-le, très très stratégique de Menaka qui a été perdue, et récupérer vaille que vaille cette localité. Ils sont aujourd'hui butés à la puissance de feu de la milice Imgad et alliés qui est présente aujourd'hui dans cette localité. Mais ce qui fait la CEMA, ça attire davantage aussi l'attention, parce que non seulement ils attaquent Menaka et se replient, mais surtout c'est un peu cette guérilla qu'ils sont en train d'ouvrir aujourd'hui dans le nord du Mali, en s'attaquant à presque tous les points, obligeant les forces de défense maliennes à se déployer, donc pour faire face un peu à cette guérilla razzia aujourd'hui que la CEMA est en train de faire. Maintenant, pour revenir à la question des attentes par rapport à demain, je crois que pour les acteurs aujourd'hui, il est important, au passage, le rappeler aussi, autant la CEMA aujourd'hui agit au vu aussi de tout le monde, autant on n'a pas de condamnation ferme de la plupart des acteurs aujourd'hui aux côtés du Mali qui sont impliqués dans la gestion de cette crise. Demain, je crois, on va encore une fois aller vers la renégociation de cet accord de cessez-le-feu qui, depuis qu'il a été adopté, est violé pratiquement tous les jours. On va aller encore dans de d'énièmes discussions par rapport à ça. Peut-être, oui, on aura l'engagement des acteurs présents pour le cessez-le-feu, mais il sera difficile de croire que ça sera respecté sur le terrain, parce que ce qu'il y a, c'est que la CEMA veut également changer le rapport de force pour pouvoir imposer ces desiderata dans le cadre de l'accord qui a été déjà signé. D'accord. Mme Diarra Diop, est-ce que ce n'est pas le temps pour l'armée malienne de montrer ses muscles? Mais je crois que l'armée malienne montre déjà ses muscles. D'ailleurs, cette situation montre depuis un certain temps, depuis la prise de Menaka, qu'il y a une sorte de forme chez les FAMA qu'on n'avait pas vu depuis longtemps, vu qu'ils étaient cantonnés. Et aujourd'hui, je crois que c'est ce que tout le monde veut. Il faut que l'armée malienne puisse se défendre. Et quel que soit ce que dit la communauté internationale, quel que soit ce que dit la MINUSMA, et avec en plus la signature de l'accord de paix, je crois que le cessez-le-feu, là, il devient caduc. Là, maintenant, tout se joue sur le terrain, et le rapport de force qui a été nouvellement créé, justement par cette milice, le Gatia, qui a pris Menaka et que cherche à récupérer la CEMA. Et la CEMA attaque partout où elle peut, même aujourd'hui à Tombouctou, ils ont attaqué dans Tombouctou. Donc, vous voyez, c'est quelque chose qui va influer maintenant par rapport aux négociations de demain. Je me demande est-ce qu'on ne prend pas un peu de gants avec la CMA pour essayer de les emmener à signer? Monsieur Konaté, mais pourquoi toujours négocier avec la CEMA? Est-ce que là, la communauté internationale n'est pas en train de cautionner cette rébellion-là? Bon, c'est difficile à affirmer, mais il y a beaucoup de... On estime quand même que le gouvernement malien a fait assez de concessions. J'en conviens. Mais la CEMA et certains de leurs défenseurs pensent que on n'a pas fait de concessions sur les éléments qui leur semblent essentiels.
je ne vais pas le rappeler ici, mais la question qu'on se pose, c'est à quoi ça servit cet accord? Ça ressemble un peu à un bébé né avec un cœur qui ne bat pas. Et pour le ranimer, ça tient à un miracle. Et le temps compte, et également les moyens aussi comptent. Et je pense que ce temps ne va pas profiter beaucoup à nos femmes, parce que la question, ce n'est pas plus la force de leurs muscles en ce moment T, mais bon, jusqu'à quand cette force va pouvoir rester ou aller même crescendo. Et c'est, je pense, c'est essentiel que le chef de l'État revoie un peu sa doctrine de politique étrangère. Et s'il y en a, bien sûr, il faut une certaine précision à donner. Il faut savoir avec qui allons-nous compter. J'entends beaucoup de choses dans les milieux universitaires, même dans certains grains en ville. Vous savez, la Chine ou la Russie, moi, mon sentiment, c'est que ces puissances-là ne viendront pas à notre secours. La Chine est trop loin. La Russie, presque la même chose. Elle a d'autres problèmes à gérer à sa frontière. Et c'est très difficile pour ces puissances de faire concurrence à une autre puissance qui est sur le terrain depuis 50 ans. Comprenez, ce qui compte pour eux, c'est les intérêts. Et je pense qu'il faut un peu de réalisme, il faut sortir des discours un peu populistes, je veux le dire. C'est bien vrai que nous sommes un pays d'une culture très très riche. C'est toujours bien de le rappeler, mais pas en comparaison par rapport aux autres. Dire que nous étions quand certains n'étaient pas, je pense que c'est un peu exagéré quand même. Et il faut traiter avec la France, je vais le dire clairement, la France est peut-être le problème, mais la solution également, ça va passer par la France. Soyons réalistes, si nous voulons quitter ces problèmes le plus tôt possible, il faut qu'on aille voir directement à l'Élysée, mettre les cartes sur table et négocier ce qui est négociable. Alexis semble ne pas être d'accord avec... Non, en fait, il y a des aspects que je voudrais préciser et mettre dans leur contexte. D'abord, la rencontre du 25 mai à Alger, c'est pour voir l'applicabilité des accords signés. Donc, officiellement, ça veut dire ce n'est pas une nouvelle négociation, c'est pour voir maintenant, à partir des accords signés, comment ça va se faire, l'opérationnalité va se faire sur le terrain. Donc je suppose que ça va régler un certain nombre de problèmes parce qu'il est clairement dit ceux qui ne seront pas dans le processus seront combattus. À ce jour, la MINUSMA ne combat personne. Et cela montre qu'ils ne combattront pas à l'avenir. Oui, ils ont même, à la limite, aujourd'hui, je me suis laissé dire cette semaine que je ne sais plus, après l'attaque de Ber où la MINUSMA est intervenue pour désembourber des véhicules de la CMA. C'est grave si c'était vrai. C'est une certaine complicité à la limite. Mais ce que je veux dire, il ne faut pas un peu de réalisme, il faut beaucoup de réalisme. Et la rencontre d'Alger est déterminante en ce sens que il est clairement dit que il n'y a pas de nouvelle négociation. Maintenant, on va voir l'applicabilité de ce qui a été signé. Et la MINUSMA veut dire une mission multidimensionnelle. Il y a eu une dimension qu'on va dépasser et d'autres qu'on va aborder. Le tout est de voir ce qui va sortir de la rencontre d'Alger, mais il y a des raccourcis que Konaté prend qui sont pas prudents. Oui, Mandiara. Je crois qu'il faisait allusion au discours d'Ibeka qui a été assez bien pris par la population. Je pense que quand on est dans un pays où sur le terrain, on n'a plus cette souveraineté-là, on n'a plus on a tous ces partenaires autour. Le président profite d'une tribune pour dire un peu ses cas de vérité à la communauté internationale. C'est vrai que sur certains points, j'ai trouvé qu'il allait un peu loin, mais globalement, ça a plu à l'opinion publique malienne. Globalement, le problème sur le terrain n'est pas résolu. Globalement, les consultations vont continuer
à Alger. Le dialogue continue en fait. Un mot. Oui, Baba, on vient à vous qu'on appelle. Allez-y, Baba. Moi, je vais juste reprendre par rapport au dernier propos d'Alexis. C'est pour dire, en fait, oui, peut-être le discours officiel, c'est de dire on va à Alger pour voir l'applicabilité des clauses. Mais en fait, c'est tout autre chose. Je crois que la CMA l'a dit. Le jour même où ils ont paraphé l'accord, pour dire qu'ils attendent à ce qu'il y ait d'autres discussions avant de signer, pour qu'on discute de nouvelles propositions qu'ils sont en train de faire. Donc il est difficile de croire que la CMA va aller à Alger seulement pour l'applicabilité de l'accord. Donc il y a beaucoup d'autres choses en dessous. Et par rapport à ce que Mohamed vient de dire et qui a été repris un peu par Mame Diarra, c'est que c'est vrai aujourd'hui, il faut être quand même réaliste. Je crois qu'on est tous d'accord sur cette question. Mais au-delà de ça, moi je pense que le débat même aujourd'hui qui se pose, Alexis l'a un peu souligné tout de suite, de l'impartialité ou de la partialité de la MINUSMA ne doit même pas se poser. Parce qu'il est clairement dit dans le mandat de la MINUSMA que cette mission doit aider le Mali à restaurer l'intégrité, l'autorité de l'État sur toute l'étendue du territoire. En ce moment, le Mali est en conflit avec des groupes armés rebelles. La question de l'impartialité ne se pose pas, puisque cette mission doit soutenir le Mali à à restaurer l'autorité de l'État sur l'ensemble du territoire. Et on ne peut pas parler de cet État en face avec des groupes armés pour dire, en fait, deux parties, on est impartial entre ces deux parties. Il ne faut pas qu'on oublie, c'est pourquoi on est là. Mais pour finir, ce que je voudrais dire, c'est qu'il y avait une certaine logique quand même qui prévalait quand on mettait en place cette mission, quand le gouvernement malien, le gouvernement de transition de l'époque, appelait un peu cette mission. Cette logique, on va dire, n'a pas été tout à fait suivie à un certain moment donné avec les pouvoirs publics actuels. C'est toute la difficulté aujourd'hui, parce qu'à un moment, aujourd'hui, il n'y a pas de direction clairement définie par rapport à cette mission. Même si ça existe, on ne le sait pas, on ne le voit pas, on ne le perçoit pas. Voilà. Konaté, allez-y. Oui, je voudrais dire à ma sœur que la population malienne semble adhérer à tout ce que le chef de l'État a dit, et puis à cœur ouvert, les yeux fermés, parce qu'ils ne sont pas au courant, ils ne sont pas conscients de certaines exigences du pouvoir que le chef de l'État sait. Finalement, Alexis Calambré, le 15, on a entendu trop de discours plutôt que d'actes, hein, parce que la CMA a commencé ses attaques bien avant le 15. Oui, et même le jour où on signe l'accord à Bamako, il y a eu des attaques dans la nord. Laisse-moi terminer. Allez-y, rapidement. Donc, il faut, je pense, mettre au-dessus de tout l'intérêt national. Ce que je suis en train de dire est très sérieux. Il faut mettre au-dessus de tout l'intérêt national. C'est savoir ce qu'on dit, ce qu'on fait, ce que cela va avoir comme conséquence sur l'avenir du pays. Aujourd'hui, nous, étant au pouvoir, pouvons refuser de faire certaines choses. Okay? Mais ceux qui vont venir demain, peut-être feront pire si déjà aujourd'hui, nous avons les moyens de limiter les dégâts. Il y a certaines choses qu'il faut vraiment prendre très au sérieux. Et c'est ce point que je voulais dire. L'accord qui va être, en tout cas, on en parlera demain, ça m'étonnerait qu'on est vraiment dans une vraie renégociation du contenu. Je pense qu'on tend vers un dialogue de sourds. La CMA va vouloir, bien sûr, ces 4 grandes revendications sur la table. Et le gouvernement, je souhaite, restera fidèle à ces principes. Bon, le paraphe, négociation terminée, nous avons signé. Eh bien, ce n'est pas le moment de renégocier avant l'entrée en vigueur de l'accord. En tout cas, dans la théorie du droit, c'est ce qui prévaut. Et on ne va pas quand même renégocier ce qu'on a déjà paraphé comme étant déjà clos, avant même que cet accord ne rentre en vigueur. Et donc, je pense qu'on va beaucoup plus vers un dialogue de sourds. Et maintenant, pour dépasser cette étape, le moyen, c'est bien d'aller directement à l'Élysée et régler ce problème. Alexis Calambré. Ce qui est troublant, effectivement, c'est que la CMA attaque, on a de timides condamnations, mais on a été surpris de voir que sur la base d'allégations de la CMA tendant à dire qu'il y a eu des exécutions sommaires, que la MINUSMA se fende d'un communiqué disant nous allons investiguer, alors que vous voyez toute cette guerre asymétrique auquel vraiment les femmes résistent, hein, parce que c'est pas une guerre classique conventionnelle qui est maîtrisée par une armée régulière. C'est vraiment une guerre asymétrique qui a ses règles aussi. Donc ce
c'est vrai, quand Konaté parle de renégocier avec, disons, les mains occultes, on peut le dire comme ça, il faut que certains sortent du bois maintenant. Mais franchement, en beaucoup de points, ça dépend de nous, parce que nous avons à être réalistes, nous avons à poser les vrais problèmes et surtout à ne plus louvoyer sur des aspects qui sont connus. La CMA continue à attaquer, le gouvernement n'est pas ferme dans ses condamnations au-delà de la CMA, parce que c'est pas que la CMA, nous avons des soutiens, disons logiquement, auxquels nous devons nous attendre, que nous n'avons pas, à la limite, qui ne nous aident pas, mais une certaine couverture aérienne, une certaine information, ça peut nous aider, mais on ne les a pas. Mame Diarra, il n'y a pas eu de condamnation ferme du gouvernement malien, mais aussi de la communauté internationale qui se porte garant pour l'applicabilité de l'accord. Mais qu'est-ce qui se passe finalement? Je ne sais pas, peut-être qu'on est dans une sorte de période d'observation post-signature du 15 mai. On voit même s'il y a eu plusieurs victimes. Mais les victimes, ça ne date pas d'aujourd'hui. Malheureusement, quel que soit ce qui se passe, comme vous dites, demain, il y a une réunion qui s'ouvre à Alger. Et la réalité du terrain, c'est la réalité du terrain. Et en plus, moi, je crois qu'il faut vraiment interroger cette MINUSMA et sa présence et son efficacité au Mali. Je crois que les populations du Nord, moi, je suis souvent en contact avec les gens du Nord, se plaignent vraiment de la présence de cette mission, plutôt que de toujours indexer. À quoi elle sert finalement? La question. Baba Dakono, dans un communiqué, la MINUSMA a fait savoir que les crimes ont été commis, notamment des civils exécutés, et que c'est avéré. Donc les responsables devront répondre de leur acte devant la justice. De quelle justice s'agit-il? Déjà, il faut savoir qu'au niveau de la MINUSMA, il y a déjà plusieurs autres enquêtes qui sont ouvertes. Celle de Gao notamment, sous lesquelles on attend que la lumière soit faite, toute la lumière. C'était presque quand même fait, celle de Gao, ils ont reconnu qu'il y avait des bavures, tout ça. Je crois que bien avant les résultats de l'enquête, les militaires en question avaient été envoyés dans leur pays respectif. Donc en fait, il y a eu un début dans les réponses, mais en fait l'enquête, je crois, il y a eu un rapport il y a quelques semaines, mais ça n'a pas été encore publié, on ne sait pas, donc on a besoin de ça. Et en parlant de justice, je crois que les mécanismes existent et sont connus. Mais par rapport à cette communauté internationale et à tout ce qui se passe, en fait, il est important aussi qu'on discute de ce qui se passe et ce que ces acteurs internationaux disent, parce que il faut qu'on le sache aussi et qu'on le partage avec l'opinion publique malienne. C'est qu'on reproche aujourd'hui au gouvernement malien d'être proche du groupe d'autodéfense IMGAD et alliés, sinon d'être l'instigateur du groupe d'autodéfense. C'est ça, depuis le début du Gatia, certaines ambassades présentes ici ont approché le ministre des Affaires étrangères, le chef du gouvernement, pour parler en fait de ce nouvel acteur armé qui était légitime légitime au sens des populations, puisque après les événements de mai 2014 où Ménaka est retombé dans les mains des groupes armés, ce sont des communautés qui se sont dit, tiens, on va aussi former notre groupe d'autodéfense pour se défendre face à la montée en puissance de cette autre communauté. Donc il ne faut pas qu'on occulte également derrière tous ces conflits, les conflits selon certaines populations du Nord, les conflits de leadership qui sous-tendent un peu tous ces derniers affrontements qui se font entre ces communautés. Alexis Kalambri. Non, ce que je voudrais juste ajouter par rapport à la situation actuelle, il nous faut être capable de dépassement, en ce sens que le gouvernement est dans une posture toujours de riposte, de communiquer, de réaction, mais ce n'est pas la meilleure solution. Alors, la rencontre de demain est intéressante en ce sens que il est clairement dit que après les accords, le gouvernement doit recouvrer sa souveraineté sur l'ensemble du territoire. Certes, il faut des modalités, il faut des accompagnements, mais on peut déjà commencer à revendiquer et à aller dans ce sens en toute légalité. Donc je pense qu'il faut qu'on pose les vrais problèmes, qu'on oblige chacun à se prononcer par rapport à ce qui est dans l'accord, à ce qui est dit. Mais on a vu que l'Algérie a été très ferme le 15 mai dernier. Qu'est-ce qui explique que le pays accepte encore d'accueillir les protagonistes autour d'une table de négociation quand on sait qu'après la signature de cet accord-là, il n'y a plus de négociations en tant que tel possible? Il y a déjà eu la douche froide
Konaté, on vient à vous tout à l'heure. Il y a eu la douche froide de Hervé Ladsou à la signature. Certes, tout le monde a dit, OK, la signature reste ouverte. On était dans ce processus quand lui, il vient dire il ne faut pas, alors qu'il n'y avait pas de prémisse, il n'y avait pas d'indice tendant à dire il y aura. C'est déjà troublant. Mais en tout état de cause, on est à une phase où, quelles que soient les discussions à venir, il faut d'abord l'intégrité territoriale, il faut d'abord l'administration sur le territoire malien. Tout est négociable après, à mon avis. Konaté, allez-y. Je voulais... Vous voulez réagir sur la réaction de l'Algérie? Oui. Oui, tout à fait. Bon, je voulais dire en fait que l'Algérie dans cette histoire, pas l'Algérie en tant que telle, disons la médiation, ok, je vais être très objectif, avait laissé entendre lors en tout cas lors de la publication d'une lettre de communication à Kidal, après l'envoi d'une mission de l'Union africaine, que certaines des revendications de groupes armés pourraient être prises en compte lors de la phase de mise en œuvre de l'accord. Et le président de la commission, du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine, l'a rappelé dans son rapport, son dernier rapport sur le Mali, à la page 7. Et ça s'est passé presque inaperçu, en tout cas au niveau des médias nationaux. Mais c'était important, c'était un message quasi impartial, enfin partial quand même, parce que la médiation est appelée à jouer un rôle de conseil et de suivi sur la base du principe d'impartialité, c'est-à-dire pas de parti prise entre les différents protagonistes. Mais dire déjà que venez paraffer, venez signer, les revendications qui sont les vôtres seront prises en compte, on peut l'interpréter de mille manières. Et ça, c'était quand même déplorable. Mais lors de la signature, ce dont je me rappelle, l'Algérie a dit que l'accord reste ouvert à la signature de ceux qui n'ont pas encore signé. Mais je pense avoir entendu le ministre Lamamra que la négociation était bien terminée. Tout à fait. Voilà, c'était bien terminé. Bon, demain, attendons voir, je ne sais pas comment, parce que tout dépend de l'interprétation qu'on donne aux mots. Est-ce que on va vraiment négocier? Voilà, j'espère que ce ne sera pas une nouvelle négociation demain. En tout cas, de l'accord, pas du tout. Mise en œuvre de l'accord, on va voir quelques détails, peut-être voir si cette promesse qui a été faite, comment est-ce qu'elle pourrait être mise en œuvre, interprétée. Et je pense que le gouvernement devra veiller à ce que ces principes qu'il a toujours annoncés ne soient pas écorchés. Baba Dakono, tout le monde sait ce qui se passe dans le nord du Mali, mais pourquoi est-ce que la communauté internationale, la médiation, ont du mal à s'entendre, à regarder dans le même viseur? Bon, déjà, la communauté internationale... Y a-t-il un conflit d'intérêts dans cette affaire? Toujours. Mais parce que, pourquoi? Déjà, la communauté internationale, ce n'est pas un ensemble monolithique. C'est des organisations internationales qui ont leur agenda, qui ont leur enjeu à défendre. C'est des États. Donc, en fait, on parle de coopération multinationale, on parle de bilatéraux, on parle de beaucoup de choses. Donc, on ne peut pas mettre ces acteurs ensemble et puis s'attendre à ce que ces acteurs aient tous la même vision. Et ce qui est important, quand je disais MINUSMA, impartialité ou tout, il est très important aujourd'hui que les pouvoirs publics maliens aient la direction à prendre par rapport à la crise malienne et qu'ils essaient d'amener tous les acteurs dans cette direction. C'est dans cette seule action que peut avoir le salut ou une fin heureuse par rapport à cette crise. Par rapport à l'Algérie, je crois, sans mettre en doute ou en équivoque l'expertise de l'Algérie, mais ce ne serait pas la première fois que cette médiation se dédise. Plusieurs fois, elle a fait des déclarations et est revenue sur cette déclaration, donc ce ne serait pas une première. Rappelez que les États-Unis n'ont pas signé l'accord. Ok, affaire à suivre. Donc, l'actualité a été également marquée cette semaine en Côte d'Ivoire par le congrès du parti Le Front Populaire Ivoirien, El Pascal Affi-N'Guessan. Le congrès a désigné l'intéressé comme candidat à la présidentielle d'octobre prochain, une désignation qui divise davantage le FPI.
C'est sans surprise. Pascal Affi-N'Guessan est le candidat à la présidentielle d'octobre prochain en Côte d'Ivoire du Front populaire ivoirien, le parti fondé par l'ex-président Laurent Gbagbo en détention à La Haye. Ainsi en a décidé le 4e congrès du parti. Si cette annonce est fortement applaudie par ses partisans, Pascal Affi-N'Guessan, à en croire ses adversaires, souffre toujours de légitimité. Car l'autre aile du parti, restée fidèle à Laurent Gbagbo, n'entend pas s'aligner à la décision de ce congrès. C'est une candidature associée à celle de son bienfaiteur, M. Ouattara, puisque sa démarche depuis quelque temps tend à montrer qu'il travaille pour ces derniers. En conséquence, il sera traité comme un adversaire. Ignorant ces déclarations, Pascal Affi-N'Guessan oppose une réponse nette. Tous ceux qui disent que Affi travaille contre Gbagbo mentent. Que ce n'est pas vrai. Convainquez-moi. Je ne cherche qu'à être convaincu qu'il n'est pas légitime, pertinent de marcher dans la direction proposée par le président Affi. Dans cette guerre des clans engagés au sein du principal parti d'opposition ivoirien, le climat politique reste sous tension. Konaté, Pascal Affi-N'Guessan, candidat du FPI pour la présidentielle d'octobre, Laurent Gbagbo détenu à La Haye. Peut-on dire qu'on a vendu la peau de l'ours sans l'avoir tué? Je pense pas, si j'ai bien compris l'allégorie. Et je pense que c'est une décision très sage. Moi, j'ai toujours pas compris la position de frondeur. C'était trop. Malheureusement, chez nous, il y a une sorte de penchant naturel vers le sentimentalisme et tout ça. Et il faut souvent se rendre à l'évidence. Il y a des textes qui régissent les fonctionnements des partis. Il faut qu'on apprenne à les respecter. Et puis également voir comment Laurent Gbagbo, qui est en prison, qui attend encore son jugement final, même s'il est élu candidat de son parti, concrètement, comment est-ce qu'il pourra s'en prévaloir? Bon, quand même. Et je pense que ce congrès a montré que les militants ne sont pas du même avis que certains des dirigeants pro-Gbagbo, comme quoi Affi-N'Guessan est instrumentalisé par le pouvoir. En tout cas, c'est pas leur avis. Si on est en démocratie, il faut écouter l'avis des militants, de la majorité. Il faut donner maintenant la chance aux mécanismes démocratiques de faire le jeu. Voilà, qu'on bat de campagne, qu'on montre son programme. Et je suis ni de l'un, je suis malien, je suis pas d'un camp ou d'un autre. Mais bon, selon son programme, il envisage de demander la libération de Gbagbo dans le contexte de la réconciliation nationale. Déjà qu'il y a une chose salutaire du point de vue des militants de FPI. Mame Diarra Diop, Laurent Gbagbo reste quand même une figure emblématique, historique du Front populaire ivoirien. Est-ce que cette scission au sein du FPI ne va pas fragiliser finalement Pascal Affi-N'Guessan, quand on sait qu'à l'intérieur du pays, il y a trop de pro-Gbagbo? Oui, c'est vrai, il y a beaucoup de pro-Gbagbo. Il y a même une forme de nostalgie dans la démarche de ceux qui veulent, je ne sais pas, réhabiliter Laurent Gbagbo, mais il est en prison, il attend son jugement et on ne peut pas aussi empêcher cette marche-là, surtout en période électorale, de personnages comme ça qui émergent. Et je crois que Pascal Affi-N'Guessan a attendu son heure pendant longtemps et c'est le moment pour lui d'aller sur le ring et peut-être de se mesurer à dos. Quand on voit en face la machine qu'il y a, c'est tout à son honneur, je pense. Oui, mais en fait, Alexis, il n'a posé à ce jour aucun acte déloyal, mais je rejoins Konaté pour dire que le fait de vouloir, disons, être candidat, le fait de vouloir se porter au devant n'est pas contre Gbagbo. Gbagbo, aujourd'hui, ne sert pas le parti. Ce qui est important, c'est que même ceux-ci, ils ne sont jamais, disons, ils n'ont jamais nié l'héritage, ils n'ont jamais posé d'acte allant dans le sens de reconnaître ce qu'il a fait et sa place dans le parti, mais disons, se battre pour Gbagbo et vraiment ramer à contre-courant parce que
il a un niveau aujourd'hui où il ne sert pas du tout le parti. Et Afingessa, on l'a vu, il a gagné ses procès. J'imagine que c'est le palais des sports de Treichville, c'est rempli. Ça veut dire quand même qu'il a une certaine notoriété encore et que, bon, au moins une grande partie du parti adhère à ses idéaux. Baba Dakono a vu le passé du FPI. Est-ce que Pascal Afingessa peut peser face à Alassane Ouattara, par exemple? Ça va être très difficile aujourd'hui dans le contexte ivoirien que quelqu'un pèse face aujourd'hui à Alassane Ouattara. Mais je vais quand même revenir un peu. Je suis d'accord avec Mohamed quand il dit que c'est pas réaliste ce que les frondeurs demandent aujourd'hui. Mais quand même, moi je n'irais pas à dire que la majorité du FPI aujourd'hui est pour Afingessa. La majorité des congressistes, ou tous les congressistes, je serais d'accord. La salle était bien remplie. Mais en discutant avec les gens qu'on connaît au sein du FPI, ce qu'il y a aujourd'hui, c'est vrai, Afingessa aujourd'hui est dans la légalité affirmée par la justice ivoirienne. Il a le soutien aujourd'hui parce que les frondeurs ont leur soutien, Afi a ses soutiens. Le soutien aujourd'hui de Afi, ce sont des soutiens plus actifs que les soutiens des frondeurs aujourd'hui qui, pour la plupart, sont en prison ou sont exilés dans d'autres pays. Mais qu'est-ce que ces gens reprochent aujourd'hui à Afi? Par exemple, quand on dit n'a pas été déloyal, on le reproche notamment, depuis tout ce temps, de ne pas, par exemple, appeler celui qu'il prétend libérer, de ne pas être en contact avec lui. Il l'accuse d'utiliser, en fait, l'image Gbagbo pour accéder au pouvoir ou avoir, en fait, pas accéder au pouvoir, mais avoir les bénéfices du pouvoir de Alassane Dramane Ouattara aujourd'hui. Et leur démarche, pour finir, n'est pas aujourd'hui, parce que oui, c'est logique que Gbagbo, il attend son procès, il est en procès, il attend son jugement et tout, mais leur logique, c'est de mettre la pression à travers cette candidature pour un peu rappeler Gbagbo et pourquoi ne pas s'attendre à une libération suite à cette pression aujourd'hui. Alexis Kalambou. Oui, il y a un processus qu'il faut suivre, comprendre et accepter. Quand s'est disloqué la galaxie Gbagbo, à la limite, il fut un premier temps où chacun se cherchait, comme on dit, de façon triviale. Après, il y en a qui ont été traqués, qui sont cachés, il y en a qui ont été mis en prison. Il y en a qui ont même déserté parce que Koulibaly a créé son parti. Donc, lui, il est au moins revenu, il est resté constant, ne serait-ce que dans le discours. Je pense qu'on ne peut pas lui reprocher grand-chose. Il fut un temps où, à la limite, ce n'était bon pour personne de faire certaines activités. Mais avec le temps, voilà. Tout à fait. Et l'autre aspect qu'il faut vraiment souligner, parlant du contexte ivoirien, c'est vrai que Ado, aujourd'hui, a fait des résultats, a pu mettre en place un système qui non seulement travaille sur l'économie, mais essaie d'aller doucement vers une réconciliation nationale. Il a besoin d'une opposition forte et aujourd'hui, il l'incarne. Qui attend? Parce que non, par rapport à je veux dire, Afingessa incarne une opposition à la limite raisonnable, qui a des arguments et qui a un bon programme. Parce qu'il y a une nouvelle opposition qui naît aujourd'hui. L'inconvénient des frondeurs, si vous voyez un peu ce qu'ils appellent les journaux bleus, c'est vraiment encore des va-t-en-guerre et c'est hors de propos. Et ça ne sert pas le parti. Oui, Mamdiara, oui. Ça sert à d'autres. Je suis un peu d'accord avec lui. Je pense qu'il faut qu'on sorte de cette guéguerre fratricide, comme on a assisté après l'élection entre Laurent Gbagbo et Alassane Ouattara, où c'était vraiment, on est au comble de l'émotion avec des morts, des milices dans les rues d'Abidjan. Aujourd'hui, Afingessa est un peu comme, je vais dire, le dauphin naturel de Laurent Gbagbo. Il faut que les frondeurs dans le parti l'acceptent. Et c'est pas réaliste de vouloir accuser Pascal Afingessa de déloyauté envers Laurent Gbagbo. C'est le jeu démocratique. Et en plus, quand Baba dit que c'est une manière peut-être d'obtenir sa libération, enfin en l'investissant au président, je vois même pas comment. Bon, dans leur logique, je vois même pas. Ils imposent Laurent Gbagbo comme candidat et pour l'imposer au régime dans le jeu politique et dans le discours politique. Voilà, faire pression, c'est ça leur logique. Oui, faire pression, mais aujourd'hui, en face, qui écoute? Peut-être ça ne marchera pas. Qui écoute? Voilà. À la rigueur. Finalement, est-ce que Gbagbo, l'ombre de Gbagbo plante toujours sur la Côte d'Ivoire? Est-ce qu'il n'est pas en quelque sorte un potentiel faiseur de roi quand on voit quelqu'un comme Amara ici, indépendantiste, qui s'entretient avec Gbagbo pendant plus de 3 heures à la
la haie. Non, cela ne va pas en défaveur de Pascal Affi-N'Guessan. Est-ce qu'il ne cherche pas l'électorat? Pas du tout. Et pour préciser, Affi-N'Guessan cherche souvent à chercher à rencontrer Gbagbo, qui a posé des conditions. Mais en fait, aujourd'hui, il est de bon ton de parler de réconciliation, mais franchement, ici, Amara, je pense, rame un peu à compte courant. Lui, il est frondeur dans son genre, mais plus encore PDCI que FPI. Et c'est vrai, ça ne... le seul aspect, c'est que c'est bon pour tout le monde de dire je travaille pour la réconciliation. Mais le dernier aspect que je voudrais ajouter, parlant de un peu la situation ivoirienne, c'est que c'est considérable pour tout le monde dans la sous-région. La Côte d'Ivoire, c'est 40% de l'économie de l'UEMOA. Donc, il est important que tout le monde tienne à l'œil ce qui s'y passe. Rapidement, à la rigueur, toutes ces remontrances, je les trouverais normales. Enfin, dans un parti politique, chacun essaie de se positionner, etc. Mais maintenant que la décision du parti est connue, Affi-N'Guessan et les candidats, c'est le moment de se réunir, de faire taire ses ambitions personnelles et de respecter la volonté de la majorité, je le tiens à le dire, la majorité des militants du parti. Et parce que aller sur ce pied de discorde ne va aucunement servir le parti, mais plutôt l'adversaire, Ado, celui qui va grandement en profiter. Donc ceux qui se disent pro-Gbagbo, s'ils ne veulent pas avoir toujours Ado au pouvoir, ne serait-ce qu'un instant, je pense qu'ils ont intérêt à soutenir Affi-N'Guessan. Ado est pour le moment quand même favori quand on voit que l'opposition part en rang dispersé, Alexis Calambri. Oui, non, il est favori, encore que même s'il y avait une certaine union de l'opposition, ce qu'on n'a jamais vu quelque part en Afrique, c'est que Ado a vraiment des arguments. Aujourd'hui, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, il a vraiment des arguments. Moi, je pense surtout à la fusion des deux partis là. C'est ça vraiment qui il n'y a pas de fusion. Il n'y a pas de fusion. Et c'est sûr qu'il n'aura pas tout le PDCI, mais le simple fait que oui, mais quand même, le patron annonce. Je voudrais juste ajouter pour terminer, pour relier un peu à la situation malienne, c'est que l'ADEMA est en congrès. Et l'ADEMA, à 24 ans, a dirigé, a connu une traversée du désert, doit élire un nouveau président. On espère que ce ne sera pas comme au PDCI. Espérons. Non, parce qu'il y a des risques, c'est vrai. Il fallait le PDCI, c'était important de rappeler quand même que, c'est bien que Affi-N'Guessan incarne aujourd'hui l'opposition en Côte d'Ivoire, mais il y a une nouvelle opposition qui est en train d'émerger et qui est formée par justement ces frondeurs, les frondeurs de l'autre côté du PDCI et Mamadou Koulibaly, de leader en fait, qui sont en contact aujourd'hui, en train de se nuire, et il y a une charte qui est prévue qui doit être signée pour former la nouvelle opposition ou une plateforme d'opposition, outre que l'opposition incarnée par Affi-N'Guessan. Dernier point de ce débat, le Burundi, les opposants et troisième mandat du président Pierre Nkurunziza ont mis fin au dialogue qu'ils avaient entamé avec le pouvoir sous l'égide des Nations Unies. Après 4 semaines de contestation, une décision qui fait suite à l'assassinat de l'opposant samedi Zedi Ferrouzi, président de l'Union pour la paix et la démocratie. Ces funérailles se sont déroulées ce dimanche. Des obsèques dans le calme et la dignité. Dans les rues de Bujumbura, un cortège de plusieurs milliers de personnes a accompagné le cercueil de l'opposant Zedi Ferrouzi. Des Burundais partagés entre douleur et colère. Il est en train de tuer notre leader pour que nous fait peur. On va manifester jusqu'à la boue et on va se venger. S'il continue à nous tuer, on va se venger. On va prendre des armes. Zedi Ferrouzi a été abattu par balle alors qu'il rentrait chez lui en début de soirée samedi. Tué en pleine rue avec son garde du corps dans le quartier de Ngaragara, un quartier pourtant sécurisé par les militaires depuis peu. Ils sont là juste comme des symboles parce qu'ils n'ont rien fait, ils étaient bien armés, mais le véhicule a continué sans problème, sans même tirer à l'air. Chef du petit parti d'opposition l'Union pour la paix et la démocratie, Zedi Ferrouzi soutenait les manifestations contre un 3e mandat du président Nkurunziza, qui dure depuis 1 mois et ont déjà fait une 30aine de morts. C'est quelque chose de nouveau qu'on reprenne un assassinat en pleine rue comme cela.
Ça rappelle les catastrophes qui s'abattaient sur le Burundi des années 90. Le président de la République, le cadeau qu'il peut nous donner est de renoncer à son 3e mandat pour éviter justement que nous replongeons dans les circonstances d'antan. Les leaders de l'opposition et la société civile ont tous fermement condamné l'assassinat. Ils ont décidé de suspendre le dialogue avec le gouvernement et ont appelé à reprendre les manifestations dès lundi avec encore plus de vigueur. Alexis Kalambri, décidément, Pierre Nkurunziza est prêt à marcher sur des cadavres pour se maintenir au pouvoir. Mais non, à la limite, aujourd'hui, je ne le vois plus. Moi, je vois cette communauté internationale qui a été très prompte, disons, à condamner le coup d'État, à faire en sorte qu'il faut qu'il revienne. Et qui vacille quand il s'agit de son troisième mandat. À la limite, qui ne fait rien. On a vu même l'Union africaine qui dispose d'un bon mécanisme contre ce genre d'attitude, mais tout le monde regarde faire. Tout le monde regarde le peuple burundais se faire tuer, à la limite, sans qu'il y ait des mois de la communauté internationale. À la limite, c'est ce qui est révoltant dans l'affaire. Baba Dakono, l'opposant, a été tué dans un quartier surveillé par les militaires. Peut-on y voir la main du pouvoir? On va toujours accorder, on ne va pas faire la même chose que les journalistes, on ne va pas faire le procès de quelqu'un, on va toujours accorder le bénéfice du doute à tout le monde. Mais c'est quand même, c'est dramatique aujourd'hui que ce pays qui cherche à sortir toujours de ce qu'il a connu il y a quelques années retombe encore dans ces scènes qu'on ne souhaiterait vraiment pas voir. Pour revenir un peu à ce que Alexis disait, je suis d'accord avec lui et je suis étonné parce que ce mécanisme de l'Union africaine, je ne vois pas où est-ce que ça a déjà fonctionné. Donc il est vraiment temps, je crois qu'on l'a dit plusieurs fois, et revenir sur cette question en fait, qu'aujourd'hui on puisse mettre en œuvre des mécanismes qui fonctionnent. Puisque ça fait des années on est dans des mécanismes qui n'ont jamais fonctionné, qu'on puisse réfléchir sur des mécanismes qui fonctionnent parce que seules ces instances aujourd'hui, avec la volonté du peuple, peuvent arrêter certains présidents qui passent pour être des dictateurs. Pour revenir à votre question, je rappelle simplement, sans l'accuser, que Pierre Nkurunziza, c'est quand même un maquisard. C'est un ancien maquisard, donc ce sont des pratiques dignes de lui. Donc on ne l'exclut pas, mais on va l'accorder le bénéfice du doute. Et je corrige Baba en disant que les journalistes ne font pas de procès. Merci. Condamner les gens à la place de la justice la plupart du temps. Mme Diarra Diop, on a entendu hier Pierre Nkurunziza qui a déclaré que toute la lumière sera faite sur cet assassinat. Peut-on le croire? Bon, ça c'est la déclaration officielle, comme on pouvait s'y attendre. Forcément, il va mettre en avant cette position-là. Il ne va pas dire, voilà, c'est normal, c'est une réaction officielle, ça ne m'étonne pas, mais c'est vrai qu'en dessous, effectivement, on peut se poser la question. Si on en arrive à faire tuer un opposant, c'est sans doute qu'il y a, comme vous disiez, dans un quartier sécurisé, il y a une forme de message qui est lancé pour tenter de calmer un peu toute la fronde anti-troisième mandat. Ou peut-être le contraire. Pour les raviver. Oui. Pour le mais contraire, en tout cas, c'est un message qui se veut... révolter plus de gens, c'est un message, mais ça peut aller dans l'autre sens aussi. Oui, ça peut aller dans l'autre sens. Je pense qu'il faut être très prudent. Rappelez-vous, certains génocides ont commencé par des assassinats. C'est très sérieux. Et je pense qu'il faut très rapidement une enquête et que la communauté internationale... Oui, on me fait dire la communauté internationale, alors que je préfère la société internationale. Non, mais moi je pense qu'on en attend trop de cette communauté internationale. Exactement, mais déjà l'Union africaine, qui est une partie de la société internationale, déjà qu'elle apporte une certaine assistance à ces pays. Déjà, maintenant, ça devient très sérieux, un assassinat. Et vous savez, il y a certaines milices, en tout cas, il y a des groupes de jeunes patriotes burundais. Mais pourquoi l'Union africaine n'a pas pris la décision de suspendre, par exemple, le Burundi de ses instances? C'est pas si facile. Il faut pas qu'il le fasse tout de suite. Vous savez, je pense que parce que Nkurunziza a aussi des arguments. Le problème, dans beaucoup de médias, dans beaucoup de sorties d'analyse, j'ai rarement vu des analyses qui exposent les arguments de Nkurunziza. Personne n'expose les arguments de Nkurunziza. Tout le monde parle de ce que l'opposition demande, ce que l'opposition veut. Eh bien, je n'ai pas dit qu'il a raison, mais il faut aussi essayer de comprendre l'autre camp. Si dès l'entrée du jeu, bon, on pense qu'il a être totalement tort parce qu'il est en train de violer les accords d'Arusha qui lui ont permis d'être président. Je vous rappelle, non, s'il vous plaît, c'est votre point de vue. Je vous rappelle que dans son pays, la Cour constitutionnelle a bien validé
sa candidature, c'est une interprétation qu'il a faite de l'article, je crois, 26 à 30. C'est une interprétation qu'il a faite de l'article. Il a été primé en 2005, si mes souvenirs sont bons. C'était une élection au suffrage indirect. Oui. N'est-ce pas l'Assemblée nationale? L'Assemblée nationale. Bon, écoutez, c'est une interprétation. Elle vaut ce qu'elle vaut. Les accords. Ce que je vais dire, bon, pour ne pas trop... Rapidement, on donne la parole à Baba Dakono, allez-y. Oui, je crois qu'on a déjà fait ce débat il y a 2 semaines sur la question de la légalité, ou non. À un certain moment, on doit sortir de ce carcan. Je l'ai dit, en fait, ce débat devrait s'arrêter, moi, en ce qui me concerne, depuis que la Cour constitutionnelle a donné son verdict, parce que c'est l'instance qui était chargée. Mais au-delà de la question de la légalité, ce n'est pas les arguments de l'opposition que les gens prennent, Mohamed. C'est les arguments, en fait, parce que pour ceux qui ont vécu cette crise, quand on arrivait aux accords d'Arusha, déjà qui ont été très difficiles à obtenir et qui ont été obtenus dans les conditions qu'on connaît, donc il est vraiment difficile pour les gens de concevoir qu'on puisse mettre en œuvre tous ces acquis simplement pour permettre au président d'obtenir un 3e mandat, surtout que les 2 précédents mandats ne sont pas des exemples qu'on peut encourager. Je suis parfaitement d'accord avec vous. Je suis personnellement contre ce 3e mandat, mais je vous dis, le problème c'est qu'on a assassiné l'opposant, le problème est que le pays court un très grave danger. Il faut dès maintenant qu'on... Parce que le président Pierre Nkurunziza a décidé de violer les accords d'Arusha. Non, s'il vous plaît. Si on va sur ce terrain tout de suite, qui assassine d'abord le gars? On ne sait pas. Il faut une enquête d'abord, très rapide pour le déterminer. Si c'est des gens de la milice que j'étais sur le point de dire, si c'est des jeunes patriotes, qu'ils soient arrêtés, qu'ils soient traduits en justice. Si il s'avère que c'est le président qui est derrière ça, eh bien Dieu seul sait ce qui peut arriver. L'opposition a son argument, pas 3e mandat, je dis bien, j'y adhère, mais le gars, il est populaire, le gars, il a une structure populaire derrière lui. On laisse Dakono parler. Juste pour dire, on est d'accord, mais Mohamed, on parle des faits, l'assassinat de l'opposant, tout ce qui s'est passé, ce sont les effets. Ce qui est à l'origine, c'est la volonté de 3e mandat. Absolument. Donc il est important qu'on replace ça. Cette volonté, elle n'est pas sortie de néant. C'est quelque chose que je veux dire. Il faut considérer l'argument, que vous soyez d'accord ou pas, monsieur, je suis un juriste, vous êtes juriste. Alors, entre nous, on peut ne pas être d'accord, on peut avoir des interprétations différentes des mêmes textes. Ça arrive très souvent. Voilà, on nous fait signe que nous sommes au terme de ce débat, monsieur Konaté. On est au terme de ce débat, mais il faut le rappeler, c'est grâce aux accords d'Arusha que le Burundi a connu la paix il y a 10 ans. C'est la fin de ce débat du dimanche. Merci à vous de nous avoir suivis. Tout à l'heure, Djibril Amaïga pour le journal Afrique Soir. Passez d'excellents moments à notre compagnie. À dimanche prochain.